puis ce que vous faites, le nom de l'association bien évidemment, et la manière dont les chiens sont éduqués pour permettre à des personnes en situation de handicap d'être accompagnées par cet animal de compagnie. On commence par vous ? Oui. Allez-y, vous parlez bien près du micro. Oui, bonjour, moi c'est Alors, Florence Joulin. Voilà. Je suis la fondatrice de l'association France Chien d'assistance personnalisée et individualisée, qu'on appelle aussi FCAPI, c'est l'acronyme. Et donc là par exemple vous avez Amber, c'est mon chien d'assistance en formation, donc elle n'est pas encore chien d'assistance, elle est juste en formation. Restez dans le cadre. Et puis... Restez bien, gardez bien le micro très proche, Bon. si c'est possible. Dans notre association, nous formons le chien sur mesure par rapport aux besoins de la personne en situation de handicap. Donc le chien est choisi, l'élevage et le chien sont choisis avant... comment vous expliquer ça Par l'association, en fait, en fonction de la personne qui sera accompagnée. On choisit la race par rapport aux besoins de la personne. Et il faut aussi que les personnes soient aptes à être acteurs dans le cadre de la formation de leur chien. C'est-à-dire que le chien va être aussi en famille d'accueil chez son futur bénéficiaire, puisque la personne est en situation de handicap également. C'est ça votre particularité en fait, c'est que ce n'est pas des personnes extérieures qui vont éduquer le chien va vraiment être éduqué par la personne en situation de handicap ou sa famille s'il s'agit d'un enfant bien évidemment. Non, ils vont être acteurs dans le cadre de la formation. Pardon, alors ils vont être acteurs accompagnés par des éducateurs. Voilà. Pardon. Et le propriétaire. Ils sont propriétaires. Oui, ils sont acteurs et propriétaires de leur chien. Et ils gardent le chien jusqu'à la fin de ses jours. Alors, attendez, je vous donne le micro, vous allez vous présenter, nous expliquer tout ça. Oui, du coup, Gardez moi bien le micro proche. Comme ça Ouais, très bien. Moi, je suis partenaire, je suis Nathalie Simon, je suis vétérinaire comportementaliste. Je m'occupe de la formation conduite accompagnée du chien et de la méthode. Et on est partenaire avec FCAPI, parce que c'est très intéressant en fait de pouvoir faire grandir les chiots dans les familles en ajustant le comportement du chien qui grandit avec la personne qui est en situation de handicap. Et ben, l'énorme avantage aussi, c'est que les gens ils ont leur chien jusqu'à la fin de ses jours. Oui, ça c'est effectivement très important. Alors on peut vous passer le micro si vous voulez et vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, donc le chien, en fonction du handicap de la personne, va être sélectionné. En tout cas, on va sélectionner la race vraiment en fonction du handicap de la personne. Et une fois qu'il arrive dans la famille, il y a des éducateurs. Comment ça se passe, toute cette partie-là? Comment se combine cette éducation entre la famille ou la personne et les éducateurs? Je vais commencer par me présenter. Du coup, Oui. Je suis Justine et je suis en charge de tout ce qui est communication au sein de la FCAPI. Je suis également en ce moment en formation sur la conduite accompagnée du chien pour pouvoir prendre beaucoup plus d'expérience et pour accompagner beaucoup plus de familles dans la formation de leur chien. Comment ça se passe à l'arrivée du chiot? Concrètement, on travaille en trinôme. Donc, il va y avoir la personne bénéficiaire, donc la famille, et l'éducateur, mais aussi le superviseur. Donc c'est un travail à 3. Il va y avoir un suivi toutes les 2 semaines avec le superviseur pour voir l'évolution du chien. Et du coup, l'éducateur, ça va être un cours à peu près toutes les semaines, histoire que le chien évolue. Et nous, on fait un bilan, entre guillemets, avec l'éducateur et le superviseur, mais aussi avec le bénéficiaire. Et c'est vraiment un travail à 3 qui se met en place. C'est un travail effectivement qui est combiné. Financièrement, c'est un coût. Et cette charge, ce coût, il est à la charge de la famille, de la personne. Vous avez juste à le rapprocher de votre bouche. C'est ça. De la personne en situation de handicap, en Oui. fait. Et expliquez-nous un petit peu comment ça se passe financièrement, ce projet. Alors les gens ont choisi, comme j'expliquais, la race par rapport aux besoins de la personne. On leur donne, une fois que la race est choisie, on choisit l'élevage. Et les gens vont réserver un futur chiot à naître dans cet élevage. Et à 6 semaines à peu près, le chien va être choisi. Par la famille ou par la personne Par Avec l'éleveur. L'éleveur, il a des critères à bien respecter. Donc les chiots vont être choisis dans la portée. Les gens vont aller après voir si on leur propose par exemple 3 chiots qui peuvent convenir.
Ils vont aller voir, ils vont choisir le chiot qui va leur plaire le plus dans ceux qui leur sont présentés. Alors des fois, il peut y en avoir qu'un, des fois ça peut être 2, 3, 4. Voilà, ça dépend des portées, ça dépend de plein de choses. Travailler avec du vivant, hein, c'est toujours, on peut avoir des surprises. Moi, j'ai attendu la mienne 2 ans. Voilà. Voilà, pour avoir la bonne. Donc après, les maîtres vont réserver un chien, mais comme ils vont être propriétaires, c'est eux qui achètent le chien. Et les cours d'éducation, comme le chien appartient au maître, est à la charge du maître. Nous, l'association, on a un coût qui est de 315 € la première année. Il y a 100 € de droit d'entrée à vie. Donc pour le chien successeur, il n'y aura pas à repayer. Sinon, on a 100 € de frais de dossier, 100 € de frais de gestion et 15 € d'adhésion annuelle. Et on fournit les capes, les cartes, bandanas. Voilà. Et ce coût, effectivement, ça peut être une charge pour une personne en situation de handicap qui a déjà beaucoup, on l'a vu tout au long de ce week-end, qui a déjà beaucoup de frais, soit en matériel, soit en fauteuil, soit des choses comme ça. Quelles sont les aides qui peuvent leur être proposées? Est-ce qu'ils peuvent se tourner peut-être vers d'autres associations pour financer une partie de l'éducation du chien? Les gens sont libres, donc ils peuvent faire même créer leur propre des asso. choses comme ça, leur propre asso, faire des demandes de financement, même à la MDPH. Hein, il y en a qui y arrivent. Il y a d'autres personnes qui ont la possibilité, qui ont de la chance, comme on a un chien, son frère, son maître, c'est carrément la société qui paye, qui a une enveloppe pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a des gros groupes où on peut le faire financer par son employeur. Merci. Par exemple. Alors, il y a un point qui est vraiment essentiel et je vais demander à notre équipe technique de vraiment cadrer la cape des chiens. Je ne sais pas si on voit les petits pictogrammes sur la cape. Peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces petits pictogrammes? Ou Justine? Allez, ouais. Justine, vous allez nous expliquer. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir ces petits pictogrammes sur la cape des chiens. Voilà, ils sont en mode repos. On ne verra pas. Mais il y a... expliquez-nous, Justine, il y a 5 ou 6 pictogrammes sur le dos du chien. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises et d'être assez précise. Je vais dire. Au pire, tu me reprendras. Le premier, il dit qu'il ne faut pas caresser les chiens parce qu'ils sont en travail et qu'ils ne doivent pas être distraits. Le deuxième, ne pas appeler le chien, ce qui va de soi. Le troisième, qui est un peu difficile, je trouve, à décrire, c'est ne pas regarder un petit peu insistement le chien, entre guillemets, l'appeler du regard. Et le dernier, c'est ne pas le prendre en photo sans autorisation, comme on ne prendrait pas n'importe qui en photo, ça va de soi. Voilà, c'est ça, en fait. Les chiens sont en mission dès lors qu'ils sont en éducation. Ils sont en mission pour pouvoir accompagner après les personnes en situation de handicap. Donc évidemment, on ne les perturbe pas pendant qu'ils sont en apprentissage. C'est ça, même après. Alors même après. Et j'allais dire, de toute façon, plus généralement, on ne va pas se jeter sur un chien qu'on ne connaît pas. Ça évite les problèmes parce qu'on ne connaît pas la personnalité du chien. Mais encore plus pour ces chiens qui sont en mission, on le disait tout à l'heure, hein, on ne les touche pas, on évite de les regarder avec insistance. On ne les prend pas en photo, on ne les... Ah, coucou, on ne leur fait pas des petits signes qui pourraient les perturber. On respecte, on respecte le chien, on le laisse tranquille et on l'ignore, voilà. Et ça, c'est vraiment super important parce que vous m'expliquez que quand on voit un chiot qui est tout craquant, les gens, ils ont tendance à vouloir aller caresser. On ne le caresse pas, on ne le touche pas. Et pourquoi c'est important pour eux? En quoi c'est important pour eux? Peut-être pouvez-vous nous l'expliquer? En fait, là, il faut voir que c'est pire la situation parce que c'est des chiots. Alors les gens sont tous attirés vers les chiots comme aspirés. Et en fait, ils mettent le chien en défaut de... En fait, il va forcément déclencher le comportement qu'on ne veut pas puisqu'il va sauter la plupart du temps ou il va essayer de mettre en gueule ou il va mettre les pattes. Et du coup, les gens qui le caressent, ils sont contents de caresser le chien, mais le chien, il a appris à sauter. Et en une fois, hein, ça peut suffire. Donc il faut vraiment faire attention qu'il ne faut pas apprendre le mauvais comportement au chien. Donc vous caressez un chien quand il est sur 4 pattes, ou qu'il est assis, ou qu'il est couché, et que le propriétaire est d'accord, et qu'il l'a mis dans la position que le chien il a appris, pour pas que désorganiser l'apprentissage du chien. Parce qu'après, c'est au quotidien que les gens sont ennuyés. Quand le chien grandit, il pose problème, c'est les premiers apprentissages qui ont été ratés en fait. Parce qu'effectivement, l'apprentissage est très très rigoureux. Il y a beaucoup d'étapes à passer.
Et chaque étape est essentielle pour permettre d'avoir un chien équilibré, bien dans ses pattes, et qui réponde complètement en fait aux besoins de la personne pour laquelle il a été sélectionné. Alors moi je dirais que c'est pas tellement rigoureux dans le sens où beaucoup pourraient penser que c'est rigoureux dans le sens où c'est dur pour le chien. Oui, non, c'est pas ça. Oui. Mais c'est exigeant pour l'humain en fait. Oui. Parce que le chien lui il souffre pas, hein. Vous pouvez voir, il souffre pas du tout. Par contre ça demande d'être précis. Et c'est l'accompagnement justement doit être précis, le propriétaire doit être précis. Et le chien il sera précis si vous l'êtes vous. Mais si vous apprenez au chien n'importe comment, vous le mettez en défaut de... C'est dommage. Et voilà, et s'il y a des personnes qui interfèrent autour pour faire un petit peu n'importe quoi, ça perturbe son apprentissage évidemment. Elle a quel âge votre association? On se passe le micro. Alors, à la base, elle a été créée en 2012, mais en ce temps-là, elle n'était pas déclarée en préfecture. C'était une association de fête, et ça ne regroupait que mes chiens, qui moi j'en avais diplômé aux États-Unis. Mais c'était pas cette race-là. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, bah écoute, comme tu travailles pas, est-ce que tu pourrais pas former des chiens pour des personnes, puisque tu as toi-même et puis tu as des connaissances et des compétences. Moi j'ai dit pourquoi pas, ça a mûri, ça a mis 5 ans pour créer officiellement, déclarer officiellement l'association. Oui, c'était en octobre 2017. 2017, donc ça fait 8 ans maintenant, oui, presque 9. Combien de chiens sont formés chaque année? Alors nous sommes une petite association. Nous ne sommes tous que des bénévoles. Donc on ne veut pas non plus, tous nos superviseurs, beaucoup de nos superviseurs, à 80%, sont en situation de handicap. Je suis superviseur, Justine est superviseur, et on ne veut pas non plus surcharger trop mentalement en fonction des handicaps et des possibilités de chacun. Après, tous les ans, on certifie entre 3 et 6. Voilà. Et je crois savoir sur toute la France, en fait, pas uniquement sur la Vendée. N'importe qui en France peut faire appel à votre association pour pouvoir former, co-former. C'est ça. Et acquérir un Après, chien. Il faut trouver un bon éducateur qui soit diplômé d'État. Sur place. Ou alors, on travaille aussi, on travaillera de plus en plus avec la conduite accompagnée du chien. Et c'est pour ça qu'on est partenaire justement, c'est pour essayer d'augmenter le nombre de personnes intervenantes, compétentes, mais aussi de donner des critères d'évaluation qui soient harmonieux pour pas qu'on ait des différentiels trop importants d'un superviseur à l'autre, d'un éducateur à l'autre. Vous voyez, parce qu'on a des races de chiens différentes, des handicaps différents. Donc à un moment donné, il faut arriver à trouver les critères qui vont être les plus communs pour pouvoir avoir des points communs entre tout le monde. Donc on est en train d'organiser tout ça. Ça veut dire que vous allez éventuellement même former ces éducateurs, parce qu'un éducateur canin va faire de l'éducation canine pour un chien classique, un chien de famille. Éduquer un chien pour une personne en situation de handicap, ça exige des critères supplémentaires, peut-être des petits points, des petits détails différents. Et ils sont formés du coup spécifiquement. En fait, dans ma méthode, ils sont formés pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on suit les familles et les chiens. C'est la même formation, sauf qu'il y a un apprentissage supplémentaire qu'il faut qu'ils fassent. Parce qu'à partir du moment où vous savez déjà réussir un chien de façon cohérente, après, il y a les apprentissages spécifiques par rapport au handicap qu'il faut ajouter. Et ça, on travaille dessus. Spécifique, en exemple concret, ça va être, je ne sais pas, ouvrir un réfrigérateur ou un placard. On ne va pas apprendre trop vite à un labrador à ouvrir un réfrigérateur. Parce qu'ils sont gourmands, ils pourraient laisser même. Quels sont quelques exemples concrets de choses spécifiques qu'on leur apprend? Dans la petite BD qu'on a envoyée, là, que peut-être vous passerez, on a par exemple une personne en fauteuil roulant, on a une personne qui fait des crises d'épilepsie où le chien va être amené à repérer les crises d'épilepsie pour les anticiper. Donc prévenir la personne que la crise va arriver, ça lui permet de se mettre en sécurité. Voyez, on a des personnes autistes, on a des personnes qui ont des handicaps locomoteurs mais qui marchent, qui ne sont pas forcément en fauteuil. Enfin, oui, on a une épaule unique, voilà. Des jeunes, on a des enfants aussi. Oui. C'est très intéressant ce qu'on fait parce que alors moi je peux vraiment vous dire que la réussite avec les jeunes en situation de handicap, c'est majeur. Rien que le fait d'avoir un chien qui va les porter dans leur avenir, ça c'est extraordinaire. Et au-delà d'être une aide physique pour la personne, c'est une aide, un soutien émotionnel important.
Mais c'est un partage avec le chien. C'est assez étonnant parce que en fait, c'est un peu un piège. La notion de soutien émotionnel qui est très en marketing en ce moment, c'est un peu piégeux parce que le chien, il ne peut pas absorber tous les problèmes des humains. Il n'est pas capable. Bien sûr. Les humains, ils commencent à en avoir un peu de trop. Du coup, c'est compliqué pour le chien. Et par contre, il y a une espèce de coopération spontanée chez les chiens, qui, quel que soit le chien, quand il grandit avec vous, il partage tout avec vous. Et il s'ajuste lui-même. Vous lui apprenez un peu, mais lui, il vous apprend beaucoup aussi. Bien sûr, il s'adapte. C'est fabuleux ce partenariat. Hein. C'est vraiment un échange permanent. C'est une coopération. Pardon ? C'est une coopération. Oui, complètement. C'est ça. Et effectivement, vous le disiez, je vous demandais un exemple, mais on ne peut pas citer un exemple généraliste en fait. La formation complémentaire, elle va vraiment être adaptée au handicap de la personne. C'est ça. C'est du sur-mesure. Voilà, c'est du Et sur-mesure. on le démarre dès le début dans le choix du chien. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait des évaluations des situations avant pour faire le choix de la race du chien et le choix du chien en rapport avec le handicap. Alors, vous parlez des races de chiens, justement. Là, nous avons un labrador. C'est ça. Et alors, j'ai toujours pas le nom. Voilà, Justine, vous allez nous dire, voilà. Parce que c'est une race qui est quand même moins courante, moins connue. Il est caché derrière, là. C'est une race que vous ne connaissiez pas, d'ailleurs, vous-même, avant de la voir. Du tout. C'est un flat coat retriever, un retriever à poil plat. Et effectivement, c'est pas très connu. C'est une race qui a été faite avec du retriever, du terre-neuve et du setter. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des races qui sont plus prédisposés à aider ou à apprendre, qui ont une intelligence peut-être pas supérieure à d'autres, mais en tout cas qui apprennent plus vite. Est-ce qu'il y a des races prédisposées ou est-ce qu'on peut prendre n'importe quel chien pour accompagner ? Il ne faut pas prendre n'importe quel chien, parce que on pourrait prendre tous les chiens peuvent être coopérants. Tous les chiens ont envie de rendre service. Ça, tous les chiens. Par contre, il y a des chiens qui ont des facilités pour telle chose ou telle autre. Par exemple, vous prenez les retrievers, qu'on voit plus souvent évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus faciles pour apprendre à ramasser des objets et à les rapporter à la personne handicapée. Rien que ça. Ouais. Mais c'est surtout ça pour eux. Hein. Sinon, le reste, on peut, voyez, là, on a un Leonberg, dans la présentation qu'on vous a envoyée, on a un Shetland, on a des Golden Retrievers, c'est un peu plus courant, mais en général, le Golden Retriever, il est jaune. C'est vrai que quand on a des jeunes, des ados, la couleur jaune attire davantage et eux, ils ont besoin en fait d'aller vers les autres. Hein, si c'est des jeunes en situation de handicap, ils ont tendance à s'enfermer. Et le fait que le chien soit visible et attire l'œil des autres, ça donne des résultats immédiats. Hein. Oui, c'est-à-dire que les autres viennent vers l'enfant, vers le chien et vers un changement l'enfant. qui est complet. Hein. C'est incroyable. Ouais. Donc finalement, il y a quand même, même si il y a quand même certaines espèces, plutôt des grands chiens d'ailleurs, c'est ce qu'on voit plus souvent. On voit moins souvent des petits chiens. Vous disiez que vous aviez eu un boxer français, un bulldog français, pardon, un bulldog français. Mais globalement, en chien d'assistance, on voit plutôt des... On a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de stabilité. Ouais. Donc si c'est un grand chien, le grand chien, on peut s'appuyer dessus. Si par exemple vous allez presque tomber, le chien va chercher à faire le contrepoids. À vous faire signe, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que les grands chiens peuvent être utiles. Mais sinon, si on a besoin de quelqu'un qui se déplace normalement, par exemple le petit Shetland, lui il est plutôt pour guider la personne dans l'espace, pas pour soutenir, parce qu'elle se déplace normalement, mais par contre c'est au niveau orientation, vision. Vous voyez, le chien va être perspicace et lui va repérer les dangers et il n'a pas besoin d'être grand pour ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment sur du sur-mesure. Chaque chien, telle race va être adaptée pour tel handicap et tel autre pour tel autre handicap. Et au-delà de la race, c'est la personnalité de l'animal aussi qui va rentrer en compte. C'est ça. Puis comment on va lui apprendre ? Dans quel ordre on lui apprend les choses ? Si des personnes nous regardent et sont intéressées par l'association, comment est-ce qu'on vous contacte, Justine ? Je crois que vous vous occupez un petit peu de la communication. Comment est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux peut-être ? Comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Alors, attendez juste une petite seconde. Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer en regardant la caméra comment on peut vous contacter. Eh bien, on est présent sur pas mal de réseaux, TikTok, Instagram, Facebook. On a une page Facebook, toujours avec le même nom, FKPI. Ensuite, on a un site .org. Oui. .org. Et page de contact où vous pouvez contacter ou même via les réseaux sociaux directement. Eh ben super, merci beaucoup en tout cas à vous trois de nous avoir partagé votre expérience, nous avoir parlé de votre association parce que effectivement les chiens sont quand même d'une grande utilité auprès des personnes en situation de handicap et c'est pas toujours facile d'obtenir un chien avec d'autres associations, il y a parfois beaucoup de démarches à faire. Ça. La démarche est peut-être plus facilitée en rentrant en contact directement avec vous. C'est différent. C'est différent. Il faut que les gens ils aient du temps à C'est consacrer pour c'est de l'investissement. La formation du chien. Et c'est important. Du temps, de l'argent et de l'investissement. Ouais. Merci à toutes les trois. Merci. Merci. Et si en régie vous avez les images que les dames nous ont données, c'est super, comme ça on les passe et vous verrez en pratique comment ces chiens travaillent. Enfin, quelles sont leurs missions. Merci, c'est gentil. Très bien. Assis. Spark. Aboie. Spark. Aboie. Il est où l'ascenseur? Ouais, bravo Rimbaud, bravo. Bravo. Il n'était pas passif ce